parlait déjà de justice, justement. Eh bien, plus d'un mois après la mort de la jeune Liana, Gérald Darmanin a dévoilé cette semaine les résultats du sursaut judiciaire qu'il avait lui-même promis après le drame. Alors, quelques chiffres. Selon le garde des Sceaux, plus de 85 000 plaintes concernant des faits de pédocriminalité ont été recensées ces dernières semaines. Près d'1 millier de dossiers ont été classés comme prioritaires, tandis que 675 personnes ont déjà été incarcérées depuis le 8 juin. Des chiffres encourageants selon Isabelle Debré, qui est présidente de l'association Enfants Bleus et qui prévient cependant que la bataille est encore loin d'être terminée. Gérald Darmanin, le gouvernement dans son ensemble, a pris vraiment conscience de ce drame en France, des enfants qui sont maltraités, qui sont agressés sexuellement. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. Maintenant, il va falloir mettre les moyens pour justement faire en sorte que l'on casse cette chaîne. Il faut accentuer la prévention. C'est ça qui est le plus important. 80% des adultes qui maltraitent ont été maltraités dans leur enfance. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont été maltraités deviennent des maltraitants, mais il faut casser cette chaîne. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais les deux, la prévention et de la réaction. La réaction, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus vite dans les dossiers, plus vite avec la justice. Il faut accentuer la prévention. J. William Golnadel, qu'en pensez-vous sur ce travail qui a été fait finalement ces quelques 6 dernières semaines sur les plaintes concernant des affaires de violence sur les mineurs? Est-ce qu'on se félicite de ces chiffres, de ces par exemple 675 personnes qui ont été incarcérées, ou c'est vraiment la preuve que rien ne va et que s'il n'y avait pas eu cette histoire, on n'aurait pas rouvert ces dossiers? Le mot féliciter n'est pas celui qui me viendra à l'esprit spontanément, à vous dire le vrai, mais je sais gré au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, d'avoir fait ce qu'il a fait, dit ce qu'il a dit. Parce que c'était pas évident, hein. C'était pas évident de secouer le cocotier judiciaire, dont on sait la susceptibilité. Il a dit, le plus important, c'est qu'il a dit que les moyens avaient bon dos. C'est pas que le manque de moyens ne soit pas réel et cruel, mais qu'il a des conséquences. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je sais des magistrats qui ne travaillent pas suffisamment. Et d'une certaine manière, c'est assez humain, trop humain, parce que, mais je l'ai dit depuis... J'ai connu un temps où les magistrats étaient notés. Quand ils étaient... Oui, ils étaient... Mais alors, il y a toujours une notation, mais c'est une notation qui marche à l'ancienneté. Donc, c'est pas au mérite, c'est à l'ancienneté. Mais avant, en fonction, par exemple, des décisions qu'ils prenaient, s'ils étaient trop souvent infirmés, ils ne montaient pas. S'ils ne montaient pas, il n'y a pas d'avancement, pas d'augmentation du salaire. Très important tout ça. Donc, si vous voulez, la nature humaine, y compris celle du magistrat, a tendance, si vous avez personne au-dessus de vous, quelquefois, à vous laisser aller. Alors, vous avez évidemment des magistrats qui sont extrêmement consciencieux, nonobstant ce que je dis. Mais quand même, je dis que c'est une grande explication. Et puis, quand vous êtes habitué, l'être humain aussi, quand il est habitué finalement à ne pas avoir, à ne pas être sanctionné, quoi qu'il arrive, bien vous finissez par avoir finalement le cuir très sensible quand justement on vous touche un peu. Et donc, c'est ce qui caractérise, sans vouloir généraliser, toujours encore une fois, la magistrature, le corps des magistrats. Et d'une certaine manière, Darmanin les a secoués quand même. Et au parquet, la différence entre le parquet et le siège, c'est que le parquet, il dépend encore de lui. Et c'était notamment le parquet qui l'a morigéné. Et donc, on voit bien que là, certains se sont bougés, alors peut-être qu'ils ne s'activaient pas. Je ne veux pas, encore une fois, être victime de ce que je dis. Encore une fois, il y a des magistrats formidables. Oui, on ne généralise pas. Je ne généralise pas. On est bien d'accord, on a compris. Mais je m'accorde le droit, quand même, malgré tout, de vous dire... Ça fait du bien, quoi. Non, ça peut avoir remis certaines choses dans l'ordre. Je vous dis que je m'accorde le droit de vous dire que je suis un avocat malheureux lorsqu'il considère sa justice et ses magistrats. Hélène Roé. Alors moi, pardonnez-moi d'être davantage pessimiste, mais déjà les mots félicités, les mots encourageants, pardon, mais non.
Enfin, quand on regarde la communication, alors je jette pas du tout l'opprobre sur Gérald Darmanin, la communication a été très claire, mais pardonnez-moi, moi je l'ai trouvée glaçante. C'était très graphique, c'était très visuel. Vous savez, des petits camemberts qui nous disaient, voilà, 675 personnes incarcérées. Vous avez des cartes de France où vous voyez dans quelle région vous avez les pédocriminels. Quoi. Pardonnez-moi, moi j'ai trouvé ça glaçant et terrifiant. Et surtout, je veux dire, c'est pas parce que Gérald Darmanin a donné une deadline et a dit pendant 2 mois aux magistrats, vous allez vous bouger, ce qui est très bien, hein, mais c'est pas pour ça qu'on a réglé tous les problèmes. C'est-à-dire que là, ils ont pu mettre un coup d'accélérateur pendant 2 mois et puis maintenant, c'est terminé. Parce que qu'est-ce que ça nous apprend cette histoire ? Ça nous apprend, c'est toujours pareil. Alors je sais qu'on refait pas le monde avec des si, mais quand même, si Liana n'était pas morte, vous imaginez le nombre d'enfants qui étaient en danger. Parce qu'en fait, je suis désolée, le fait, il est là. Et par ailleurs, encore une fois, je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de magistrats qui aient très bien travaillé. Mais pareil, quand vous avez eu la deadline du 14 juillet, est-ce qu'on est rentré dans tous ces dossiers, mais vraiment rentré dans tous ces dossiers ? Et pour aller sur un autre sujet, est-ce que justement, tous ces magistrats étaient si débordés ? Toutes les autres affaires qui n'ont pas le traité pendant ce moment. Parce que j'entends la pédocriminalité, priorité absolue, etc. Moi, j'achète. Hein. Vous imaginez toutes les autres affaires qui n'ont pas été traitées justement par ces magistrats qui, franchement, on peut le dire, avaient aussi la tête sous l'eau jusqu'au 14 juillet. Donc, on n'a quand même vraiment pas du tout réglé tous les problèmes de la justice. Et par ailleurs, le second pré-rapport de Liana est en train de le prouver. Eh bien, justement, ça tombe bien que vous en parliez. Voilà. Donc, il y a eu un deuxième rapport d'inspection qui avait été commandé après cette affaire concernant, bien sûr, ce qui s'est passé au sujet de Jérôme Barella. Et alors je vais citer pêle-mêle, mais les inspecteurs en relèvent en outre que l'examen psychologique de la victime a été confié à un psychologue non inscrit sur la liste des experts. Là, manque de moyens, voilà. Sauf que le psychologue a pointé des incohérences dans le récit de l'enfant, ce qui a fragilisé le dossier, Absolument. Qui n'est alors plus devenu prioritaire. Avec en plus une méthodologie qu'on n'utilise plus. Donc, manque de moyens, délais excessifs, des renvois, des mails qui sont arrivés dans des boîtes spam, des rapetés techniques, et j'en passe, ça paraît forcément aberrant, ce qui s'est passé. Oui, ça paraît aberrant. Dans le premier rapport, ça l'était déjà, quand on voyait qu'on utilisait la poste et non pas le numérique, et donc du coup, évidemment, que les parquets se renvoyaient la balle, que ça prenait 1 mois à chaque fois, etc., etc. Puis, je veux dire, la faillite, pour le coup, elle n'est pas que du côté judiciaire. Il y avait eu dans le premier rapport aussi des dysfonctionnements du côté de la gendarmerie. On se rappelle de ces gendarmes quand même qui avaient menacé la mère de la petite Rosa de porter plainte contre elle parce qu'elle appelait tous les lundis à 8h pour justement dire allô, j'existe, bonjour. Et en fait, il l'avait quand même menacée. Donc pareil, gros problème là-dessus. Et dans le second, l'après-rapport, il y a aussi une autre faillite. Alors moindre faillite, mais quand même, sur les services sociaux qui ne se sont pas assurés, justement, je pense à l'aide sociale à l'enfance du Tarn-et-Garonne où le mail est arrivé dans les indésirables, ils ne se sont pas assurés effectivement du suivi de la plainte. Alors, c'est pas de leur faute première, si vous voulez, mais c'est vrai que vous êtes un service de social à l'enfance. A priori, vous faites en sorte que l'histoire aille au bout. Et comme, si vous voulez, ils n'ont pas relancé, etc., il y a eu des faillites aussi de ce côté-là. J'ai William Goldnadel. Ce dont vous parlez, c'est mon quotidien. Je passe ma vie à pester contre le fait que je n'ai pas entendu parler de cette affaire depuis 1 an, que je relance le procureur parce que je n'ai pas de nouvelles. Au bout de 30 ans, au bout de 40 ans, la preuve, elle est infiniment plus difficile à faire. La mémoire a changé également. Et moi, pardon de vous le dire, vous savez que je ne suis pas laxiste, mais il y a encore quelque chose qui me fait plus peur que tout, c'est l'erreur judiciaire. C'est pour ça que je suis toujours très réticent en matière d'abolition de la prescription. Pareil pour les viols. Pardon, mais quand je vois, pardon de le dire, une femme qui dit qu'elle a été violée il y a 40 ans, porter plainte maintenant, ça me pose problème. Hélène Rouet. Oui, alors moi, pour le coup, je n'ai pas de point de vue d'avocat. D'un point de vue citoyen, moi, je trouve ça plutôt bien, même si évidemment la matérialité de la preuve, évidemment, à chaque fois, c'est beaucoup plus difficile quand vous laissez les années passer. Mais là, on voyait un autre exemple sur une autre affaire, dans l'affaire Grégory, très récemment cette semaine, où on se rend compte que la responsabilité de la grande-tante, finalement, tout est prescrit. Alors donc, c'est quand même... bon, moi, je suis circonspecte. Effectivement, quand on parle d'enfants, je suis assez pour. Autre sujet, la relance de la relation franco-algérienne provoque de vives critiques. C'est un entretien qui a été accordé à un média algérien. L'ambassadeur de France, Stéphane Rambatet, affiche la volonté de Paris d'accélérer la délivrance des visas, de revenir finalement au niveau d'avant. Et Thierry Breton était l'invité de la grande interview ce matin sur Europe 1. Il prône, lui, une relation apaisée entre les deux pays. Je vous fais réagir juste après.
C'est une relation qui est historique, encore une fois, par rapport à notre passé. On connaît les accords d'Évian, on sait ce qu'il disait aussi. Bien sûr qu'il faut revenir de tout ça. Il faut une relation apaisée pour rééquilibrer les relations. Mais pour ça, il faut quoi ? Il faut du temps. Il faut donc, je crois, 5 ans. On ne va pas pouvoir faire ça en 10 mois. Il faut effectivement poser ces problèmes de façon sérieuse et pas, à l'emporte-pièce, juste avant des élections présidentielles. Ça fait partie des sujets qu'il faudra traiter au cours du prochain mandat de façon apaisée. Alors voilà, plus de visas, une relation plus apaisée. On reviendrait donc à un niveau d'avant la crise à 250 000 visas par an. Je voudrais juste vous citer un nom, Christophe Glaise. Hélène Rouet. Voilà. Christophe Glaise, c'était le grand absent effectivement de cette interview de l'ambassadeur de France en Algérie, alors même que dans l'interview, il parle de Coupe du Monde, il parle de football, mais il n'a pas trouvé intéressant de nommer Christophe Glaise. Vous savez, la relation entre la France et l'Algérie, pour prendre un exemple bien de mon époque, c'est un peu une relation toxique. C'est une relation toxique et en fait, l'Algérie a l'ascendant et puis la France continue de courber les chines jusqu'à ce qu'un jour, elle se dise « Ah tiens, ça va peut-être marcher » et puis finalement, il va commencer à me regarder. Pardon, mais c'est vraiment ça. Et en fait, on continue mois après mois de courber les chines. Je pense que Emmanuel Macron, alors il y a deux sujets. Soit il espère vraiment que ça fonctionne si on n'arrête pas de se mettre à plat ventre devant l'Algérie. Et que Christophe Glaise soit libéré. Et que Christophe Glaise soit libéré. D'ailleurs, petit hasard, mais je ne pense pas que ce soit un hasard justement du calendrier, mais le président algérien Tebboune était en Allemagne il y a 2 jours. C'est peut-être pas non plus un hasard que cette interview arrive maintenant. Rappelez-vous, c'est le président allemand qui s'entend extrêmement bien avec M. Tebboune, qui a notamment participé à la libération de Boualem Sansal. Donc, est-ce que l'État n'est pas en train de tenter un coup, si vous voulez, avec une espèce de diplomatie avec l'Allemagne, pour justement essayer de libérer Christophe Glaise? Je n'en sais rien. J'ai William Pas Golnadel. du tout d'accord. Je suis content, pour une fois, je suis pas d'accord. C'est bien, dites-nous, vous avez le droit. C'est bien. Monsieur Macron n'a pas attendu qu'on prenne en otage Boualem Sansal puis Christophe Glaise pour être dans une forme de masochisme intellectuel vis-à-vis de l'Algérie. Il n'était pas encore président de la République qu'il avait déjà décrété que nous étions coupables de crimes contre l'humanité à l'égard de l'Algérie. Il a toujours été dans cette forme de soumission-là. Et son ambassadeur, il ne fait que continuer à reproduire ce schéma de masochisme. Ça transcende la question algérienne, de masochisme occidental à l'égard des autres. Pardon de vous le dire, mais enfin, quand je vois non seulement il ne prononce pas le nom de notre otage, mais il nous parle alors même qu'ils passent leur temps, que la dictature algérienne passe son temps à refaire le procès de la colonisation, comme si ça datait d'hier matin à 9h. Ils ne reprennent pas les OQTF. Et vous avez un ambassadeur qui propose de prendre encore davantage, de donner davantage de visas, mais ça dépasse le cadre des relations franco-algériennes. On est dans une forme de soumission masochiste. Voilà. Non mais alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, évidemment. Mais c'est vrai que là... Comme quoi, convaincant. Il faut lui parler fermement. Non, mais la conséquence, en revanche, de cette information majeure, à savoir qu'il veut revenir à ce stade des 250 000 visas qui avaient notamment été baissés grâce à l'action de Bruno Retailleau en août 2025, ça, en revanche, c'est une catastrophe. Mais une catastrophe, je veux dire, une conséquence pour l'immigration. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce moment-là, surtout qu'ils ne reprennent pas les OQTF et ils ne délivrent pas de laissez-passer consulaires. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Dabiabé qui a violé, qui a tué Lola, OQTF algérienne. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'attentat de Mulhouse en février dernier qui a tué un ressortissant portugais. Pareil, c'était un OQTF algérien et je veux dire, les OQTF algériens, les problèmes avec ces OQTF algériens, on en a tous les jours. Donc évidemment, quand on explique qu'on va importer 250 000 personnes qui subissent la propagande de la dictature algérienne, qui nous explique que la France, c'est le mal. Je rappelle aussi que dans l'hymne algérien, plus anti-France, il n'y a pas. Donc ça, c'est sûr qu'en fait, quand vous grandissez en Algérie, mais évidemment, vous grandissez avec la haine de la France. Donc ensuite, quand vous arrivez sur le territoire français, vous continuez de la véhiculer. C'est aussi simple que ça. Écoutez, mettez-vous même à la place des jeunes Algériens. Mais exactement, oui. Quand vous grandissez avec ça, dans nos banlieues, lorsque vous avez le pays d'accueil qui lui-même fait son propre procès,
forcément, Ah oui. ils arrivent à le croire, vous Bien savez. Alors, on va pas tout généraliser. Mais en tout cas, pour clore ce débat, je rappelle que vous pouvez voter et donner votre avis sur le site et l'appli Europe 1, parce que c'est la question du jour. OQTF, visa, comprenez-vous la faiblesse de la France vis-à-vis de l'Algérie ? Pour l'instant, c'est le non qui l'emporte.